Bonsoir à tous et bienvenue sur Parole d'honneur. Nous sommes ensemble pour une perme, on reprend les bonnes habitudes pour aborder quelques sujets d'actualité qui nous paraissent importants à discuter ce soir. Je suis bien accompagné d'une équipe de choc qui va m'aider un petit peu, enfin qui va nous aider à y voir un petit peu plus clair sur les thématiques les plus brûlantes de l'actualité du moment. On va les présenter sans plus attendre avec le camarade l'illustre Youssef Boussouma qui est parmi nous. Salut Youssef. Scout, toujours prêt. Toujours prêt? Toujours chaud pour des tunnels? On t'attend. Pour tunnels, souterrains, tout genre, tout corps de métier. Représentant de la BTP. La brigade des tunneliers de Paris. La brigade des tunneliers de Paris. Ça, c'est une nouvelle association. Qui ne cesse de croître. De croître et surtout pour les Jeux Olympiques, là, on va creuser. Hein. Ça va creuser, là. Loi 1901 d'utilité publique. C'est parfait. Bah écoute. Agréé par l'ONU. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. C'est parfait. C'est parfait. Métropolitain. Ouais. On va avoir besoin de toi. AVS, certifié AVS. Certifié halal. Halal. Bah bienvenue à toi Youssef. À côté de toi, nous avons le tout aussi illustre Jean-Marc Chiappa. Salut. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, ça faisait un petit moment. On salue tous, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu. Alors comment est-ce qu'on peut te présenter? Militant POI, sympathisant France Insoumise. Il faut que le titre corresponde à ce que tu as envie de mettre en avant, en particulier le fait que tu fais partie du POI, qui est quand même pas une organisation neutre. Vous faites partie de la France Insoumise, vous avez soutenu la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2022, et vous faites toujours partie aujourd'hui du dispositif de la France Insoumise, qui nous mènera, je l'espère, à une victoire présidentielle de Mélenchon en 2027. Si la victoire pouvait arriver avant, ce serait pas plus mal. C'est très bien dit. On va y venir du coup, on va avoir l'occasion d'aborder le sujet de l'actualité politique en France. Et donc la troisième personne qui sera avec nous ce soir, c'est Samir Bousnina. Militant décolonial. Alors je pense le GOAT déjà. Non. Bah, juste Samir Bousnina, militant décolonial. Militant décolonial. Ouais. Mais de manière accessoire, je pense que ta réputation de GOAT commence un petit peu quand même à faire du bruit dans les rues de Paris depuis l'époque de... Non, le GOAT, il n'y a qu'un seul GOAT, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Bah du coup, tu fais une bonne transition, mon ami, parce que alors on va commencer par aborder un sujet qui nous concerne tous de manière très immédiate. On est dans le prolongement du second tour d'élection législative qui nous a réservé des surprises. Parce que, contrairement à ce qui était attendu et je pense espéré par une bonne partie de la classe politico-médiatique et du bloc bourgeois, le Rassemblement national n'a pas remporté de majorité absolue à l'élection législative. On se retrouve plutôt dans une disposition aujourd'hui où nous avons 3 blocs à l'Assemblée nationale, avec le principal bloc, celui du Nouveau Front Populaire, qui compte à peu près 200 sièges si on inclut les dissidents de gauche, on rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure, suivi du bloc présidentiel, donc ensemble, avec à peu près 163, et en troisième position, le bloc Rassemblement National avec à peu près 143 représentants. Donc une disposition qui rend complexe la mise en place d'un gouvernement. Et les derniers jours ont été caractérisés par les polémiques autour de l'éventuelle nomination d'un potentiel Premier ministre NFP. On a eu quelques jours, notamment ce week-end, au cours desquels le bruit a couru que potentiellement Huguette Bello, président de la région de la Réunion, membre du Parti communiste réunionnais, ou pas, là, tu nous en diras davantage, Jean-Marc. C'était le nom qui était pressenti pour être celui qui serait porté par le Nouveau Front Populaire jusqu'à hier après-midi, quand nous avons appris que le Parti socialiste officiellement refusait sa candidature. Donc on se retrouve un petit peu dans la situation post-7 juillet, à savoir aucune perspective réelle. Retour à la case départ, aucune perspective réelle de nomination de gouvernement, étant entendu aussi que pendant cette semaine, nous avons eu la lettre d'Emmanuel Macron adressée aux Français. On revient pas sur le détail de la lettre elle-même. Ah bah Macron, il adore écrire aux Français. Invisiblement que il leur parle très peu, mais il leur écrit beaucoup. C'est parfait. Pour le monologue, c'est vrai que ça se pose là. Mais donc, il se trouve que sa lettre, pour faire simple, consiste à dire qu'il laisse le temps aux différentes formations politiques de s'organiser de manière à ce qu'un gouvernement qui soit le reflet de toutes les sensibilités républicaines présentes à l'Assemblée puisse émerger, sans trop qu'on sache ni quel est le délai, ni quelles sont ces formations-là. Donc j'aurais aimé avoir vos réactions par rapport à ça et avoir un petit peu aussi votre avis sur les perspectives qui s'offrent à nous. On arrive bientôt aux Jeux Olympiques, la rentrée ne va pas tarder. Comment est-ce que vous voyez les prochaines semaines, les prochains mois en France d'un point de vue politique, camarades?
On commence peut-être avec toi, Jean-Marc. Alors, tout d'abord, il y a une question à laquelle on ne peut pas échapper. Qui voulait la victoire du Rassemblement national ? Il n'est même pas certain que le Rassemblement national voulait sa victoire autant qu'on lui a dit. Celui qui voulait la victoire du Rassemblement national, c'est Macron Emmanuel, point. Et son équipe. Pour toutes sortes de raisons. On n'aura pas le temps, ou peut-être qu'on aura le temps, mais ça, c'est la première chose. Or, ce plan n'a pas fonctionné. Pourquoi n'a-t-il pas fonctionné ? Essentiellement par la rage de la population et surtout par une rage organisée en termes de mobilisation militante. Ça, ce sont les deux premiers éléments, je dirais, avant d'essayer de répondre à ta question plus actuelle. Premièrement, sur Huguette Bello, proposée comme première ministre par le Parti communiste, dont elle n'est plus membre, mais ça, c'est pas grave, et qui, comment va-t-on le dire, le plus tranquillement possible, cochait absolument toutes les cases possibles et inimaginables. Une femme, racisée, d'outre-mer, présidente de région, donc qui a un statut, qui n'est pas membre de LFI, qui n'est pas membre du Parti communiste, qui n'est pas membre d'Europe Écologie Les Verts, qui n'est pas membre du Parti socialiste, donc il y avait un côté, je vais utiliser volontairement un gros mot, un côté consensuel. Toute option. Je vais y revenir toute sur option. ce gros mot. Donc, elle avait absolument... Et en plus, comment dirais-je ? Une personnalité nouvelle. Ouais. C'était... On ne pouvait pas mieux rêver en termes de rupture avec un ronron politicard bas de gamme. Le Parti socialiste n'en a pas voulu. Et ça, c'est intéressant. Le Parti socialiste n'en a pas voulu avec une opération d'une veulerie, d'une médiocrité socialiste, appelons les choses par leur nom, et surtout ce que je pense qu'on n'a peut-être pas assez vu, c'est l'argumentation du Parti socialiste. Le Parti socialiste a dit « Huguette Bello ne fait pas consensus ». Tiens. Est-ce que la politique, c'est faire consensus ? On va prendre quelques exemples dans l'histoire. Le 14 juillet 1789, le peuple français n'aurait pas dû prendre la Bastille parce que ça ne faisait pas consensus. Rosa Parks, dans son autobus, aurait dû rester debout parce que si elle était assise, ça n'aurait pas fait consensus. Le 18 juin 1940, De Gaulle n'aurait pas dû parler à la radio, etc., etc. Le Parti socialiste vient d'inventer ou de réinventer la politique unanimiste. La politique qui ne bouge pas. Or, par définition, par essence, par nature, la politique, c'est faire bouger les choses. L'abolition de l'esclavage ne faisait pas consensus. Ça a eu lieu. Donc, c'est quelque chose de particulièrement répugnant qui a été fait avec cette opération-là sur la personne, sur la symbolique de la personne, sur la dynamique qu'il y avait derrière cette personne et sur l'argumentation. Mais, je peux me tromper. Ce que ne voit pas, ou que peut-être voit trop bien, le Parti socialiste et la Macronie, c'est l'événement majeur de cette séquence électorale n'est pas le résultat en termes de sièges, etc. Ce qui, pour moi, est l'événement essentiel, c'est que, d'un certain point de vue, le goût de la politique est revenu. Quand 66 000 personnes décident d'adhérer à LFI en un mois, ou un mois et demi, ou 4 semaines, peu importe, plus en un mois que certains partis politiques n'ont d'adhérents depuis des années. Quand il y a cette augmentation de la participation, cette augmentation de la mobilisation, et surtout, c'est là, pour moi, qui est, pour nous tous ici, qui est passionnant, qui est stimulant, qui est intéressant, c'est le début de la mobilisation populaire et le début des formes d'auto-organisation, des débuts de comités, des débuts de regroupement. Je ne dis pas que c'est le raz-de-marée, etc. Mais il y a quelque part une mayonnaise qui est en train de... Pardon ? Il y a un mouvement qui s'enclenche. Exactement. Il y a un processus qui a commencé, tout à fait. Qui s'est manifesté hier 14 juillet de manière encore limitée, qui très probablement le 18 juillet va être à un cran au-dessus. Louis Boyard, hier, disait quelque chose que je partage totalement. Maintenant, la seule solution,
c'est la mobilisation populaire. Quand, comment, où, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, certainement pas. Mais il y a à la fois une impasse institutionnelle et la volonté. Les millions de gens qui sont allés voter, ils ne vont pas reprendre leur bulletin pour se rendormir. Ils sont allés voter pour combattre, ils sont allés voter pour gagner. Ils ne sont pas socialistes, ils sont allés voter pour combattre et pour gagner. Les socialistes, c'est autre chose. Donc, de ce point de vue, je pense que la séquence qui commence est peut-être encore plus passionnante que la séquence qui est en train de se terminer. J'ai été trop long, comme d'habitude. Pas du tout. Et continue si tu as envie. Hein. Ah non, mais tout le monde doit causer. Ouais. Youssef, qu'est-ce que tu en penses de cette séquence du refus du Parti Socialiste de la personnalité du Guet Bello, effectivement de cette volonté impérativement, alors en même temps de vouloir faire consensus, mais en même temps de ne pas lâcher la seule et unique candidature que pour l'instant le PS a mis sur la table, à savoir celle de son secrétaire, à savoir Olivier Faure, qui semble être la seule candidature pour l'instant que le PS semble disposé à accepter. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça ? Oui, historiquement, le PS ne devrait plus exister actuellement si les choses s'étaient passées convenablement. Le PS, c'est un rescapé de l'histoire. Le PS, ne l'oublions pas, c'est l'agent traditionnel du fascisme et des guerres impérialistes. Au cours du XXe siècle, c'est le PS qui, à chaque fois, a amené le fascisme, les guerres impérialistes, les guerres coloniales. C'est quand même assez intéressant à voir. À chaque fois. Et on pourrait remonter depuis le début du XXe siècle. Et c'est ça qui est grave, c'est que le PS a été sorti par la grande porte, il veut revenir par la petite porte. Et il veut s'imposer. Et il veut s'imposer avec toutes les conséquences néfastes. Alors le problème, c'est qu'il y a des gens qui votent PS. Comme l'a très bien dit notre ami Paul Hellec l'autre jour à notre événement de Pantin. Effectivement, que faire de ces gens qui votent PS ? Parce que c'est un problème. Il y a des gens qui votent PS, des classes moyennes, etc. Ben, il faut d'abord, alors qu'ils votent PS, c'est leur choix, ils ont le droit, on ne peut pas se débarrasser d'eux, hein, je veux dire. Bon, d'un coup de baguette magique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est faire apparaître le côté délétère du PS. C'est que le PS fait toujours partie du problème, jamais de la solution dans l'histoire. Jamais de la solution. Et ça, que l'on prenne toutes les guerres impérialistes, les guerres coloniales, hein, c'est toujours le PS qui est là. Hein. Guy Mollet, Mitterrand, etc. C'est toujours ces canailles qui sont là et qui effectivement empêchent les voix réellement populaires d'installer un gouvernement. On ne demande pas la lune. Hein. Ce que demande aujourd'hui le programme du nouveau Front populaire, c'est pas la lune. Hein. C'est quelque chose. Mais M. Faure veut... Toutes les entités de la NFP. Mais pourquoi M. Faure veut... Du NFP. Oui, mais pourquoi le PS veut imposer M. Faure ? Parce qu'il a l'intention de le trahir, ce programme. Et pour qu'il puisse le trahir, parce que le PS a toujours tout trahi. Et pour qu'il puisse le trahir, il faut absolument que ce soit lui qui soit aux manœuvres. Parce qu'il ne fait pas confiance aux écolos, ni même au PC, ni même à la FI pour trahir ce programme. C'est le traître officiel, le PS. C'est le traître officiel, il tient à ce titre, il se tient à cette fonction. Alors c'est un vrai problème parce qu'il va falloir effectivement faire avec, convaincre. Comment le PS, alors que les trois formations étaient d'accord, les trois formations, le PC, les Verts, comment la FI était d'accord pour Madame Bello, le PS veut s'imposer. Alors que le PS, je le dis, et encore une fois, s'il n'y avait pas eu cette volonté d'unité de la part de la FI, le PS aujourd'hui n'existerait plus. Hein. C'est 106 circonscriptions qui ont été données, mais pas uniquement. Hein. Alors quand on imagine que M. Faure a comme conseiller M. Hollande, hein, Monsieur Faure et Hollande, mais c'est absolument extraordinaire de voir cela. Alors, je pense qu'il faut tenir. Je suis tout à fait d'accord avec Louis Boyard. Effectivement, il faut que la voix populaire s'exprime de toutes les façons possibles et imaginables, mais ne pas céder devant le PS. Parce que céder devant le PS et permettre que Faure soit l'homme fort du pays, c'est le cas de le dire, eh bien ce serait un désaveu total, ce serait vraiment un mépris pour les classes populaires qui ont réellement voté pour ce programme. Et je le dis, le PS s'apprête à trahir ce programme. Il faut absolument convaincre ces millions d'électeurs, y compris des gens qui ont voté PS en toute sincérité, d'accord ? Mais que ces gens-là soient absolument avertis que le PS
s'apprête à trahir ce programme comme il a toujours tout trahi. Comme Mitterrand a trahi d'ailleurs le programme d'Union de la gauche dans les années 80. Parce que juste une petite remarque, si jamais l'Union de la gauche avait appliqué, si jamais Mitterrand avait simplement appliqué toutes les propositions de l'Union de la gauche, aujourd'hui, le droit de vote pour les immigrés existerait. D'accord ? Ça veut dire que ces gens-là, qui sont des travailleurs, qui ont tout à fait légitimité, ils payent des impôts, ils travaillent dans ce pays, hein, eh bien ces gens-là auraient renforcé la gauche, justement. Et ce ne fut pas le cas, parce que le PS, en même temps, il cite toujours la branche sur laquelle la gauche est assise. C'est vraiment cela. À gauche, on est en train de discuter abondamment pour savoir quelle candidature on va faire émerger au niveau du nouveau Front populaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on avance un peu dans la réflexion parce que on sait très bien, on sait pertinemment que, et d'ailleurs Gérard Larcher ne s'est pas privé de le dire, et un certain nombre de personnalités de droite ne sont pas privées de le dire, un gouvernement qui serait soutenu ou qui comporterait des ministres FI serait menacé par une motion de censure quasiment immédiatement. Donc la question qui est posée désormais, juste pour avancer un peu dans la réflexion, c'est à supposer même qu'on se mette d'accord sur le nom d'une personne. Apparemment, j'ai vu passer dans les commentaires que un communiqué PC vert socialiste évoque une candidature société civile. Je ne sais pas ce qu'il en est. Apparemment, c'est tout récent parce moi, j'ai pas d'informations. Mais quand bien même il y aurait une candidature qui émergerait, à supposer qu'elle reçoive le blanc-seing de la France insoumise, quelle chance réelle de survie aurait ce gouvernement dans le contexte actuel, en fait? Mais avant d'aller là-dessus, je voulais quand même ajouter, je pense que vous l'avez vu aussi dans l'après-midi, la France insoumise est sortie des négociations. Cet après-midi, elle est sortie des négociations. C'est-à-dire que suite au refus des socialistes d'accepter la candidature, d'accepter la proposition de nomination de Huguette Bello, et en reprenant l'argumentaire de Jean-Marc, c'est-à-dire que, voilà, une autre personne que Huguette Bello, avec autant de critères d'éligibilité, si on peut dire, n'existe pas. Eux, ils sortent du chapeau leur histoire de personnes de la société civile. On voit à peu près le genre de personnage, ça va être Glucksmann ou quelque chose d'approchant ou quelqu'un d'approchant. Donc c'est une arnaque. C'est le PS qui a dit ça? C'est une arnaque annoncée. Moi, je veux juste dire un petit truc par rapport à ça, par rapport à toute cette petite tambouille. C'est que c'est un goût vraiment c'est la nausée, quoi. C'est la nausée parce que on est le 15 juillet, ça fait seulement 8 jours. Seulement 8 jours, on était dans Paris, tous heureux, et à juste titre, de fêter la non-accession du Rassemblement national au pouvoir. Et c'était une vraie et légitime, raison de se réjouir. Et une fois de plus, le lendemain, 24 heures après ou 48 heures après, le PS revient à sa nature profonde. Donc à un moment donné, combien de fois? Parce qu'il y a accord électoral, donc un accord qu'on peut, construire pour des élections, de dire voilà, on fait barrage, comme ils disent, ne vaut pas forcément accord politique, sachant que l'un des partenaires de cet accord supposé politique, donc à la suite d'une élection, on sait pertinemment que ce partenaire ne va jamais respecter ses engagements. Moi, c'est ça qui me rend malade et j'aimerais justement avoir vos lumières, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Est-ce qu'on peut, isoler le PS, comme le PS essaye, lui, d'isoler l'AFI? Parce que moi, ce que je vois aussi, et j'en termine par là, c'est que dans cette stratégie de refuser des nominations, et donc qui a amené l'AFI à se retirer, est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie de se dire, bah voilà, regardez, l'AFI refuse de continuer à discuter. Donc nous, quelque part, nous sommes légitimes peut-être à discuter avec d'autres partenaires pour construire une majorité et donner enfin un gouvernement à la France. Profiler, à savoir que l'AFI sera mise de côté au profit d'une candidature qui ferait consensus entre... Qui a dit que c'était ça la solution?
Non, je t'en prie, vas-y. Est-ce que le PS devient une fois de plus la ruse de la raison bourgeoise? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le PS va être la ruse de la raison bourgeoise? Je voudrais revenir sur un argument. Tu as cité Larcher et tu as eu raison, mais ce n'est pas que Larcher qui dit on met une sorte de comment dirais-je, de parallélisme entre les extrêmes, le RN et LFI. C'est un argument... J'ai du mal à le qualifier tellement il est inqualifiable. On met sur le même plan les racistes et les antiracistes. Et on considère que font partie des extrêmes les racistes, d'accord? Et les antiracistes. C'est une manière d'écarter, pas tellement le RN, c'est surtout une manière d'écarter LFI en disant, eux, comme le RN, c'est des extrêmes. Bon, d'accord, les uns, c'est des extrêmes racistes, et les autres, c'est quand même de nature fondamentalement différente. Et cette rhétorique de dire que les extrêmes se valent, ça permet la reconstruction au centre. Le centre, c'est un trou, c'est le triangle des Bermudes. Ça permet cette reconstruction pour dire on a évacué les extrêmes, et ça, avec ce que je viens de dire, si on met sur le même plan les racistes et les antiracistes, pour inventer quelque chose qui, il faut être très lucide là-dessus, ne pourra être que le terreau sur lequel le RN va progresser. Ça, il faut ne pas avoir d'ambiguïté, parce que ça sera la même politique que la politique d'il y a 6 mois ou d'il y a 6 ans, etc. Et c'est là-dessus que le RN va progresser. Donc la seule échappatoire, et je crois qu'on a commencé un peu à avancer dans cette hypothèse-là, c'est la mobilisation populaire sous des formes que nous ne connaissons pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à voir des organisations syndicales, à mon avis, je le dis tranquillement, de manière un peu trop modeste, mais quand même, ça va dans le bon sens, le fait que des organisations syndicales, par exemple le 18 juillet, à Paris, l'Union départementale CGT, l'Union départementale Force ouvrière, des organisations étudiantes appellent à ce que la volonté du peuple soit entendue. C'est la bonne solution. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et d'ailleurs, vraiment, je trouve que c'est un petit peu des angles morts dans ce mouvement. C'est, j'allais dire, l'imbrication justement entre la dimension politique, électoraliste, etc., et la dimension syndicale. Et moi, vraiment, je rêve, il y a un gars qui rêvait d'une gauche avec Glucksmann et Ruffin. je disais que bon, ça ressemble à mes pires cauchemars, mais moi, je rêve justement d'une gauche où vraiment, qui va reprendre vraiment un partenariat fort, j'allais dire puissant, et s'appuyer vraiment sur les mouvements sociaux et notamment syndicaux. Et j'appelle de mes voeux ça, et j'espère qu'ils seront, j'allais dire, très offensifs, très, j'allais dire presque agressifs avec les partis de gauche en général et ceux qui sont les plus, j'allais dire, à même de recevoir leur dynamique, leur proposition de partenariat, parce qu'il ne s'agit pas de les utiliser comme supplétifs. C'est vraiment d'avoir une approche nouvelle, pas nouvelle dans le sens où elle n'a pas déjà eu lieu, hein, mais nouvelle dans le sens de la séquence politique, qui vraiment prennent en compte les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux. Pardon, Youssef. Non, je te laisse le mot de la fin parce qu'on va parler de Palestine. Oui, alors juste, qui a dit la CG... Alors, qui a dit? C'est toujours intéressant les petits quiz. Qui a dit la CGT crie au loup pour la loi travail qui ne le mérite pas? Que fera-t-il le jour, que fera-t-elle, donc la CGT, le jour où le loup sera dans la bergerie? Qui a dit ça? Ouais, et ça se termine par Livier. Olivier Faure. Ça se termine par Livier Faure. Ça commence par un O et ça se termine par Livier Faure. C'est quand même pas mal. Ouais. Qui a dit immigration, 2 points. Monsieur évoque le sentiment d'une colonisation à l'envers dans certains quartiers. Olivier Pareil, Faure. Ça commence par O, ça se termine par Livier Faure. C'est du racisme dans le texte. Non mais attendez, qui a dit le monsieur en question propose un droit de regard pour les policiers sur les décisions de justice. Pendant une manifestation appelée par les syndicats d'extrême droite. Pareil, monsieur Olivier Faure. Donc que cherchez-vous à prouver, monsieur? Pour ceux qui ne seraient pas convaincus que le PS est le marchepied de l'extrême droite
Il n'est même pas encore au pouvoir qu'il le fait déjà, qui sert déjà de marchepied. C'est ce qu'il faut savoir. Alors je suis tout à fait d'accord, et pour terminer là-dessus, avec ce que tu dis Samir, il va falloir faire rendre gorge au PS. Alors c'est politique, on est bien d'accord. D'accord. Voilà. Il va falloir faire rendre gorge au PS parce que le PS est une force du passé. La fameuse comment vous vous souvenez là comment le débat Mitterrand-Giscard d'Estaing au moment de 81 le fameux débat où il y avait aussi ça, il y avait Mitterrand qui avait l'homme du passé, voilà exactement en disant de Giscard qu'il était l'homme du passé, mais je crois que le PS est l'homme du passé. C'est que les gens qui disent on n'a pas essayé le RN. Bah si, on a essayé le RN, le PS était déjà son poisson pilote. Et puis de toute façon, le PS, on l'a essayé. Et donc le PS est l'homme du passé. Macron est l'homme du passé. La seule force qui ne soit pas du passé, c'est la FI, justement. C'est la FI. Et le PC, parce que c'était fourvoyé avec Mitterrand, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, voilà. Donc, si on veut essayer quelque chose de nouveau, c'est le cas de le dire. Alors, il faut imposer ça dans la rue, dans les luttes, etc. Mais c'est vrai que ça va être dur. Ça ne va pas être une mince affaire. Et moi, je pense qu'on est qu'au début. On est qu'au début, aujourd'hui, d'un énorme changement, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Marc. Et c'est exactement cela. Je rajoute un mini truc après, sauf si Jean-Marc... même pas, ça prend 20 secondes. Et dans cette dynamique toujours de mouvement et j'allais dire, de popularisation, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais bon, je l'invente, justement de l'action politique. Justement, il y a les groupes Action Populaire qui sont j'allais dire, un prolongement de la France insoumise. Et voilà, c'est vraiment perso, en tout cas, je trouve que c'est une démarche qui est très, très intéressante parce que ce sont des groupes locaux qui s'organisent à travers l'application Action Populaire. Et vraiment, tu as des petites actions de quartier, de secteurs avec des moments de convivialité, des moments de formation, des temps pendant les élections, forcément des temps d'action militante, etc., des inscriptions pour les événements nationaux, régionaux, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant la manière dont ça se construit et on n'a pas besoin d'être adhérent à un parti parce que des fois ça peut être un peu rébarbatif et du coup là ça permet d'entrer de manière active et de tout de suite se connecter avec des militants de base. Voilà. Sans transition, on va parler du sujet qui nous mobilise depuis bientôt 1 an déjà, le génocide en cours à Gaza. Qui était passé un petit peu en second plan pendant la séquence électorale en France. Il nous a semblé quand même important qu'on recommence à en parler comme un sujet à part entière. Je voulais commencer à en parler en évoquant donc le fameux document qui a été produit par la revue de Lancet, qui est une revue médicale de référence, qui a produit bon nombre de textes, notamment à l'époque de l'épidémie du Covid. Revue britannique Absolument, qui s'est penché du coup sur la situation à Gaza et qui a produit un chiffrage en se basant sur ce que les équipes médicales constatent généralement sur des zones de guerre similaires à celles de Gaza. Le chiffre qui est évoqué par de Lancet, donc qui concernerait a priori les victimes totales, directes et indirectes. Donc on parle de gens évidemment bombardés, mais on parle aussi des gens qui meurent du fait des suites de maladies qui n'ont pas pu être soignées, de la famine, de la soif, etc., etc. De Lancet évoque un chiffre qui effectivement fait froid dans le dos, à 186 000 victimes pour l'instant. Donc ça c'est le chiffre qui a été évoqué. Pendant ce temps... Juste avant, alors que c'est vrai qu'on a plus en tête le chiffre qui augmente malheureusement jour après jour, qui est aujourd'hui, je crois, autour de 38 000 morts, voilà, mais qui seraient les victimes identifiées, victimes de l'entité sioniste. Absolument, enfin, victimes directes et identifiées des bombardements, sachant que je pense que Youssef... Absolument. Voilà, parce qu'apparemment c'est devenu un mot... c'est le ni oui, ni non, ni sioniste. Donc sioniste. Voilà, j'ai perdu 3 fois. Tu me diras si je me trompe, mais a priori, à ce jour, les engins de levage ne sont toujours pas rentrés à Gaza. Donc il y a encore énormément de victimes qu'on n'a toujours pas sorti des décombres. Parce qu'en fait, les immeubles sont pour une bonne partie d'entre eux totalement ravagés. Et donc il y a sans doute des gens qui sont encore cachés sous les décombres. 20 km linéaires de débris. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme si voilà.
vous aviez une avenue qui fait 20 km, et imaginez qu'à gauche ou à droite, tous les immeubles sont détruits, sur 20 km de long. Ça vous donne une masse de débris colossale. Et simplement, ces débris, pour être retirés, il faudra des efforts absolument gigantesques, des engins gigantesques, un nombre d'engins colossaux. 20 km de débris, 20 km linéaires de débris. C'est quelque chose d'absolument hallucinant, du jamais vu. Et bien sûr, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont coincées, et l'ancêtre parlait de morts, absolument. On ne parle pas uniquement de blessés. On parle à peu près 8-9% de la population de Gaza. Absolument, pas loin de 8% de la population. Alors quand on parle de génocide, on est vraiment là-dedans. Oui. On est vraiment là-dedans, on est vraiment dans ce cadre de vue. Et c'est quelque chose d'inimaginable. Alors non seulement il y a tous ces morts, et comme tu le dis, le massacre continue. Le massacre continue tous les jours. C'est vrai qu'on a le sentiment que les choses se sont arrêtées, étaient au point mort, parce qu'on en parle beaucoup moins. Vous avez remarqué que les médias ne disent plus un mot pratiquement là-dessus. Le problème est simple. Dès l'instant où les médias s'arrêtent, tout s'arrête, il n'y a plus d'émotion. Actuellement, Israël fait de la publicité pour aller passer les vacances là-bas, pour aller bronzer. Alors on espère que le sang qui gicle de Gaza ne viendra pas gâcher un petit peu le bronzage, parce que c'est vrai que ça peut... des gens qui sont sur les plages... Son club de Villeurbanne, l'Asvel, participera à un tournoi de pré-saison à Tel Aviv en septembre. Honte à toi, Tony Parker. Honte à toi, tu t'es déshonoré définitivement en faisant ça. Ah oui. Tony Parker qui avait refusé que des joueurs puissent participer parce qu'ils étaient russes ou qu'ils avaient joué dans des clubs russes. Et il y a d'ailleurs un joueur de l'équipe de France qui est interdit de sélection parce qu'il joue dans un club russe. Voilà. Honte à toi, Tony Parker. C'est incroyable. Alors on va, et juste pour terminer, donc pour parler de ce nombre, mais ensuite on va revenir sur si tu me permets, ensuite par la suite, sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, le terrible bombardement qu'il y a eu dans le camp de Maouassi. Mais laissons d'abord Jean-Marc dire un mot et ensuite. Non, je t'en prie, on reviendra dessus parce que j'aimerais aussi avoir ton avis sur le plan qui a été dévoilé de Netanyahou. Oui, il y a une petite nuance avec ce que tu as dit, Yazid, sur le fait que la question palestinienne ait été mise entre parenthèses en France en raison des élections. Les choses, de mon point de vue, sont un petit peu plus nuancées que cela. D'abord, il faut, par exemple, regarder que cette mise entre parenthèses, et ce n'est pas pour des raisons électorales, n'a pas eu lieu à Londres. En Angleterre, qui a vécu une séance électorale, il y a eu des manifestations. Donc, ce n'est pas la question électorale qui fait que la question palestinienne a été mise entre parenthèses. Et elle a été mise entre parenthèses en France. Plus exactement, elle a été mise entre parenthèses d'une certaine manière. Je pense qu'il faut ici, et ailleurs, mais ici, rappeler quand même cette canaillerie du député... je ne sais plus s'il est député, non, il n'est plus député, de l'ancien député collectionneur, toujours collectionneur de montres, Julien Drey, sur cette histoire de lycéens juifs qui auraient été victimes de racisme au baccalauréat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation en France est marquée par une poussée d'antisémitisme, la preuve, et les enquêtes administratives, comme les témoignages, etc., ont montré que c'est une fake news. Ce qui veut dire en bon français que Julien Drey et les siens ont menti. Ils ont menti pour cacher la réalité du génocide. Et ça nous renvoie à la question qu'on a évoquée là il y a quelques secondes. Un gouvernement en place en France a les moyens d'agir. De manière compliquée, certes, mais les moyens d'agir en faisant pression sur l'Union européenne, en reconnaissant l'État palestinien, de toutes sortes de manières. L'absence de gouvernement français permet que le génocide continue. Qui permet l'absence du gouvernement français, le fait que le gouvernement français ne soit pas mis en place? Macron et le PS. Par leur politique, Macron et le PS organisent la poursuite du génocide. Je pense qu'il faut être d'une lucidité implacable là-dessus. C'est tout ce que je voulais dire sur pour le moment. Joseph, j'aimerais que tu nous parles spécifiquement des derniers bombardements qui ont eu lieu.
je pense qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, vu les images qui sont atroces. Et on a l'impression que l'intensité en fait du massacre ne décroît pas, alors que ça fait bientôt 1 an en fait que ça a démarré. Oui. Donc on en est à se demander si on va pas arriver à un stade où en fait on va tuer tout le monde quoi. Et en fait ça fait écho. Alors je sais pas si vous avez vu l'article du Monde diplomatique sur ce qu'on appelle un génocide, qui évoque le plan qui a été mis sur la table par Netanyahou, consistant en fait à, pour faire simple, réduire la population de Gaza au niveau le plus bas possible. Ça c'est son objectif. Pour illustrer ton propos, c'est une info que j'entendais hier, je crois, où on lisait sur le bandeau qu'ils avaient tenté de tuer un des responsables du Hamas. Voilà, 91 morts. C'est ça dont je voulais parler justement. Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Non, c'était juste ça, mais vas-y, je te laisse. C'est 120 morts en plus. 120 morts. Non, mais c'est. Et tu entends des trucs comme ça. Alors je veux dire, si tu veux, à un moment donné, tu te dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait parce que on ne peut pas se résoudre à laisser faire, et en même temps, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a pas arrêté le massacre. Pardon, Youssef. Non, je t'en prie. Non, mais ça fait écho à ce que vous disiez. C'est-à-dire que pendant cette campagne électorale, rappelez-vous, ces gens qui poussaient des cris d'orfraie parce que Rima Hassan se trouvait à côté de Mélenchon le jour des résultats. On ne comprend pas. Oui, on ne comprend pas ce que fait Rima Hassan au moment où se produit le génocide de son peuple. On ne comprend vraiment pas. Elle pourrait au moins avoir la décence de disparaître pendant qu'on génocide son peuple. C'est quand même assez extraordinaire. Le PS, nous le disons, a été toujours l'agent sioniste numéro 1 en France. Et rien d'étonnant à ce que le PS ait réagi comme cela. Et pas que le PS, d'accord ? Et cela est absolument inadmissible. Ce pays, aujourd'hui, avec Macron à sa tête, comme tu l'as dit Jean-Marc, collabore à ce génocide. La France continue ses livraisons d'armes, continue à soutenir, alors qu'un nombre de plus en plus croissant dans le monde, de pays dans le monde, eh bien, dénoncent ces génocides, rompent leurs relations avec Israël et reconnaissent l'État de Palestine. Monsieur Macron est incapable de faire ça. Même un geste minimum, parce qu'on sait bien que ce n'est pas la reconnaissance de l'État de Palestine qui interromprait directement, mais ça ferait. Alors ça, c'est incroyable. Et quant au dernier massacre qui a eu lieu, les massacres ont lieu constamment. Donc, dans le camp de Maouassi, à Rafah, il y a eu une action israélienne dont le but annoncé était d'assassiner Mohamed Deif, et puis on disait aussi Sinwar, et puis aussi Salama, qui est le dirigeant, qui est le commandant de la brigade de Rafah. Des brigades. Deif font partie des personnes pour lesquelles il y a un risque de mandat d'arrêt produit par la Cour internationale de justice. Oui. Mais surtout, Israël veut absolument les assassiner, ainsi que Mohamed Salama, qui est le commandant, donc Salama, qui est le commandant de la brigade des brigades Al-Qassam de Hamas. De Rafah, donc de Hamas de Rafah. Et ce que je veux dire, c'est que, soi-disant, qu'il y a eu une réunion du Shin Bet, des services israéliens, du Mossad, par lesquels ils avaient une information selon laquelle Mohamed Deif, alors c'est pas son vrai nom, Mohamed Deif, ça veut dire l'invité. Et pourquoi est-ce qu'il a été surnommé l'invité ? Parce qu'il passe son temps à changer de lieu. Ça fait des années et des années qu'Israël veut l'assassiner. Et donc, comme il change sans arrêt de lieu, il a été surnommé l'invité, parce qu'il est invité par tout le monde, à droite, à gauche. Enfin, c'est une image. Et donc, du coup, alors on l'a donné pour mort plus de 10 fois. Israël prétendait qu'il avait perdu 1 ou 2 membres et qu'il avait perdu un œil, mais à chaque fois, finalement, comment Israël est obligé de se dédire. Toujours est-il que là, l'information était sûre. Il y avait Mohamed Deif, peut-être Sinwar, mais aussi Salama, qui était dans une sorte d'enclos qui est près du camp de Maouassi, un camp de réfugiés, une zone qui était considérée comme une zone safe par l'État d'Israël. C'est-à-dire que c'est une zone vers laquelle l'armée israélienne a balancé des flyers disant aux gens, vous devez aller dans cette zone, etc. C'est une zone safe. C'est cette zone qui a été bombardée. Et soi-disant, pour atteindre donc ces responsables du Hamas, eh bien, Israël va donc attaquer avec 9 bombes d'une tonne chacune. 9 bombes. Ça veut dire 900 tonnes d'explosifs. 900 tonnes d'explosifs. 9 tonnes d'explosifs. 9 tonnes d'explosifs ont donc été jetés, ont donc été largués sur cette zone. C'est absolument incroyable. Et dans le même temps, du côté de Gaza,
eh bien, une salle de prière était bombardée avec 15 morts. Des gens étaient en prière. Les gens étaient en prière. Et là, donc, c'est la zone qui a été bombardée pour atteindre les 2 responsables de Hamas. Hein. Donc, on a donc utilisé des bombes JDAM. Les bombes JDAM, ce sont des bombes américaines. Comme Biden avait annoncé qu'il avait interrompu la livraison de ces bombes il y a quelque temps, il avait repris la livraison. Ces bombes, on les voit arriver. Ce sont des bombes qui sont guidées par laser. Ce sont des bombes terrifiantes. Et si vous avez vu les images qui circulent de l'explosion, c'est absolument effroyable. C'est absolument effroyable, où sur un rayon de je ne sais combien de distance, tout a été rasé. Non seulement cela, mais après avoir largué ces 9 bombes, ces 9 tonnes de bombes, l'aviation israélienne a fait ce qu'on appelle une ceinture de feu, comme elle fait d'habitude. Autour d'une zone qu'elle bombarde, elle crée ensuite ce qu'on appelle une ceinture de feu. Elle bombarde tout ce qui peut arriver vers cette zone pour empêcher les secours d'arriver. C'est-à-dire que toutes les ambulances ont été prises sous le feu de l'aviation israélienne. Mais bien sûr, pour empêcher, ce qui fait le nombre énorme, 120 morts et 300 ou 400 blessés, donc beaucoup très graves. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Et que fait la communauté internationale? Eh bien, M. Faure est en train toujours de refuser qu'il y ait un gouvernement qui prenne ses responsabilités par rapport à ce que fait l'État d'Israël. Que fait la communauté internationale? Rien du tout. Et l'éraflure de M. Trump au visage a fait 1000 fois plus de couverture de journaux que les 120 morts et les plusieurs centaines de blessés palestiniens, parce qu'il est normal que les Palestiniens meurent. Et le monde a consacré l'extermination des Palestiniens. La vérité, elle est là. Elle est qu'effectivement, on est passé de l'indignation à l'accoutumance. On s'est accoutumé à l'horreur. Et comme je l'ai écrit, nous tous, nous sommes maintenant accoutumés à l'horreur. Ça veut donc dire que nous avons perdu notre humanité actuellement. Nous sommes même incapables de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la seule chose qui serait raisonnable de faire aujourd'hui, c'est une force internationale. C'est imposer par la violence à l'État d'Israël l'arrêt de son génocide. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce serait la seule façon de réagir. Comme l'ONU l'a fait à différentes reprises lorsque des peuples étaient en danger de génocide. Ça s'est produit. Plutôt que de faire cela, on laisse faire et on laisse commettre ce génocide. C'est absolument inimaginable. C'est inacceptable. C'est inimaginable ce qui se passe actuellement, ce qui se passe en ce moment. Et la classe politique française, je le dis bien, mis à part la FI, mis à part quelques groupes comme cela, cette classe politique est totalement complice de ce qui se passe actuellement. Ça, c'est quelque chose qui nous met dans un état d'indignation, de colère et de rage rarement atteint, vraiment rarement atteint. Bien sûr. Et pour répondre à ce que tu viens de dire, et pour prolonger un tout petit peu ce que disait Jean-Marc, c'est vrai que il y a des raisons toujours quand le mouvement, la mobilisation de la contestation s'atténue, diminue, etc. Et vraiment là, à partir de ce que tu viens de dire, bien sûr, on sait très bien que les militants, les plus assidus, les plus fermes, les plus durs, on va dire, ont continué à agir et même ont interpellé notamment le NFP sur la question palestinienne en disant il y avait eu cette manifestation Front Populaire, je ne sais plus quel samedi avant les élections, et justement beaucoup de mouvements pro-palestiniens interpellaient les organisations de gauche en disant il faut, si le Front Populaire veut être vraiment à la hauteur, il faut qu'il soit présent sur la question palestinienne, et donc vraiment il faut espérer que à partir de demain matin la résistance à notre niveau, le niveau de résistance que l'on peut mettre en œuvre ici va s'intensifier à nouveau pour que vraiment il y ait des avancées, pour que vraiment il y ait des avancées. Et après on peut pas avoir de certitude sur le pourquoi cette mobilisation s'est réduite, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle reparte de plus belle. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les médias comme les nôtres, où on doit à nouveau investir fortement la question, et bien sûr dans la rue, toujours on revient à la rue. Juste un petit mot, après on parlera il y a un autre sujet dont il faut qu'on parle, tu l'as abordé tout à l'heure, la question des États-Unis. Est-ce qu'on a des nouvelles des pourparlers autour de la question du cessez-le-feu, parce qu'il y a eu un moment, notamment au début mai, avant l'invasion de Rafah, où on avait l'impression qu'on n'était pas loin de réussir à trouver un accord. Alors actuellement, justement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que les pourparlers avancent, Netanyahou commet un massacre
pour interrompre ces négociations. Or là, Netanyahou accuse Hamas d'avoir interrompu. Mais non, c'est le contraire. C'est Netanyahou qui, aujourd'hui, interrompt les négociations parce qu'il sait que si une négociation aboutit, c'est sa fin. Et d'ailleurs, les services israéliens accusent Netanyahou, justement, les services israéliens eux-mêmes accusent Netanyahou de s'opposer aux négociations et de bloquer les négociations. D'accord, pour ne pas voir l'issue de ce génocide, de façon à rester au pouvoir, parce qu'il sait que ce sera sa fin. Et pourquoi ces services israéliens actuellement demandent à ce que les négociations soient hâtées? Or, comme on pourrait le penser, c'est pas par humanisme, ça n'est même pas pour sauver les otages. Non, c'est que l'économie israélienne est au plus bas. Il faut savoir que 46 000 entreprises israéliennes ont fermé. On s'attend à ce que 60 000 ferment d'ici 2024. Vous avez bien entendu, 46 000 entreprises israéliennes ont fermé depuis octobre. Beaucoup d'Israéliens ont quitté aussi le territoire. Et bien sûr, un certain nombre d'Israéliens ont quitté. L'économie est absolument au plus bas. Il n'y a plus d'investissement actuellement. Le tourisme est au plus bas, qui est un des fleurons quand même de l'économie, est au plus bas. Ce qui force notre soutien au génocide officiel Olivier Rafovitch, vous savez, l'espèce le soutien des génocidaires, de l'armée génocidaire, qui se prélasse sans arrêt sur tous les plateaux de télévision, à faire des appels désespérés sur Twitter pour que les gens aillent passer leurs vacances là-bas. Oui, non, mais c'est extraordinaire. Vous ne savez, alors il dit, vous ne savez pas où passer vos vacances. Alors c'est pour ça que je disais, j'espère que vous savez nager dans le sang, parce que le sang de Gaza va arriver par la mer jusqu'aux belles plages de Tel Aviv. Alors ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, cette économie aussi est à bout de souffle. Et pourquoi? Parce que la résistance est extraordinaire. Et ça, j'aimerais aussi en dire un mot. C'est qu'on oublie. Il y a actuellement, la résistance est plus forte que jamais. Et ça a été dit l'autre jour. Ça veut dire qu'il y a des milliers de recrues nouvelles qui ont intégré la résistance. Bien évidemment, vous avez 20 000 orphelins actuellement dans les rues de la bande de Gaza. 20 000 orphelins, d'accord? Et à votre avis, qu'est-ce que ces orphelins souhaitent absolument? Libérer leur pays, évidemment. Ils ont perdu leurs parents, leurs familles ont été décimées, d'accord? Et c'est la guerre. Et c'est la guerre coloniale. Et cette guerre coloniale n'a qu'une issue, c'est la libération. Alors je le dis actuellement, comment les négociations évolueront au gré, malheureusement, c'est triste à dire, mais au gré des pertes humaines aussi de l'armée israélienne, bien évidemment. C'est à ce niveau. Mais ceux qui s'imaginent que les Palestiniens vont s'arrêter et dire pouce, mais se trompent totalement. Jamais les Palestiniens ne vont céder. Jamais la résistance ne va céder. Et ils peuvent essayer de décimer toute la direction palestinienne qu'ils veulent. Ça ne changera rien au moral des combattants. C'est pour ça que c'est une entreprise totalement vaine. Ils peuvent essayer de tuer. D'ailleurs, à mon avis, ça n'a pas été le cas. Mais ils peuvent essayer de tuer tous les dirigeants qu'ils veulent. Ça ne changera rien. C'est une guerre populaire. La différence d'Israël, c'est que c'est un État colonialiste. Et jamais un État colonialiste, rappelons-le, n'a gagné face à une guerre populaire. Jamais, dans l'histoire. Et la Palestine ne démentira certainement pas cet axiome. On va continuer à parler de la Palestine, mais indirectement, on va parler d'un des principaux co-belligérants. Tu voulais peut-être dire un mot avant? Il disait qu'il y avait une manifestation... Deux choses. Pourquoi le nouveau Front populaire a gagné? Parce que LFI a gagné aux élections européennes. LFI était prévu de se casser la figure. Et toutes sortes de gens ont fait tout ce qu'ils ont. LFI a progressé significativement. Et pourquoi LFI a progressé significativement aux élections européennes? Parce qu'ils ont mis la question palestinienne, et LFI a mis la question palestinienne au centre de l'actualité politique par la candidature de Rima Hassan, bien évidemment, mais pas uniquement. Excuse-moi. J'ai toujours tendance à me... c'est la question palestinienne s'est invitée, mais a été invitée. Ça, c'est la première chose. Ce qui est passionnant dans l'actualité, c'est par définition, elle évolue. Je viens de recevoir que je le retrouve, L'annonce de la manifestation du 20 juillet. Il y a une manifestation le 20 juillet, place de la République, évidemment. Comme je suis un type vachement débrouillard, je me suis débrouillé pour pouvoir effacer le message, mais il y a une manifestation pour la défense du peuple palestinien à la République le 20 juillet à 14h, dont un des mots d'ordre est « France complice ». Oui. Et je pense que ce n'est pas du tout secondaire. Il y a eu, pour toutes sortes de raisons, une parenthèse, même si l'expression ne me plaît pas, le 20 juillet,
on retourne dans la rue pour dire arrêt du génocide, sanctions contre Israël, France complice, le gouvernement ou l'absence de gouvernement français est responsable du génocide. C'est tout. Maintenant, on va parler de Trump. Oui, tout à fait. Alors, dans le prolongement de la discussion qu'on est en train d'avoir sur la Palestine, on ne peut pas ne pas aborder l'actualité américaine. On sait que les Américains, tu l'as abordé déjà tout à l'heure, Youssef, sont un co-belligérant tout à fait décisif dans la situation militaire dans la bande de Gaza. La campagne présidentielle, on peut le dire, est lancée. Ce qui semble se dessiner, c'est un duel entre Joe Biden et Donald Trump, un peu comme en 2020. Alors, d'un côté, Joe Biden vieillissant, soupçonné de ne plus forcément avoir les capacités. Il a quand même appelé Zelensky à Poutine. Oui, voilà. Donc en fait, c'était énorme. Je ne connaissais pas celle-là avant. Oui, absolument. Ouais, Please welcome Mr. Poutine. Non. Il y a des soupçons de sénilité qui pèsent très fortement sur Joe Biden, qui semble malgré tout se positionner comme le candidat du Parti démocrate. Il ne semble pas motivé à retirer sa candidature. Non. En face de lui, donc, Donald Trump se positionne comme le candidat... comment le dire, de la résurrection du camp fasciste, le fou et l'impotent. Voilà ce que la démocratie j'allais dire israélienne. Voilà ce que la démocratie américaine nous propose, le fou et l'impotent. C'est effrayant. Il est distingué au cours des 4 années où il a siégé à la Maison Blanche par un positionnement très jusqu'au boutiste sur la question palestinienne. Il restera comme un de ceux des présidents américains qui ont été le plus pro-israélien. C'est absolument hallucinant. D'avoir installé l'ambassade américaine à Jérusalem. Absolument. Les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham. La normalisation avec un certain nombre de sinistre mémoire. Rien à voir, mais d'avoir, je ne vais pas dire fomenter, mais en tout cas largement encouragé la prise non pas de la Bastille, mais du Capitole par des milices armées qui a provoqué des morts et puis une déstabilisation politique majeure aux États-Unis et qui, d'une manière ou d'une autre, et l'ironie du sort, c'est que voilà, comme dit l'adage des westerns, qui a vécu par le Colt périra par le Colt. Bien sûr. Et d'avoir tellement été le suppôt, non pas de Satan, mais de la NRA, et d'être toujours, parce que je pense qu'il continuera à l'être, le plus grand défenseur du port d'armes, de la détention des armes, en sachant qu'il y a plus d'armes aux États-Unis que d'habitants, et qu'aujourd'hui vous pouvez acheter des munitions par distributeur automatique dans certains États. Voilà, il a simplement subi les conséquences du monde dont il rêve. Et donc, quelques jours après leur premier débat, au cours duquel Biden a montré une condition physique qui chancelante, pour le dire de manière euphémistique. Voilà. Donc, Donald Trump, hier, a été victime, enfin hier, c'était dans la journée de samedi. C'était dans la journée de samedi, absolument. Dans la nuit de samedi à dimanche. Pendant un meeting qu'il tenait à Butler. À Butler. Alors, rien à voir avec Judith Butler. Je tiens à le dire, non, mais parce qu'il y a des rumeurs, donc rien à voir. En plein meeting, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Ouais. Quelqu'un lui aurait tiré dessus. Un jeune homme de 21 ans qui était posté à peu près à 150 mètres sur le toit d'un bâtiment, je dirais, de stockage ou je ne sais pas quoi, enfin une sorte d'entrepôt, et qui était donc allongé en position sniper avec un fusil de modèle AR-15, donc c'est un des fusils automatiques les plus, utilisés aux États-Unis, les plus vendus, et donc il a tenté d'assassiner l'ex-président, qui a tué une personne, une victime collatérale, et a blessé d'autres personnes. On en ressort avec une photo que je pense que vous avez tous dû voir de Donald Trump avec le poing levé, parce qu'en fait il s'est fait effleurer par une balle. La une du Time. Hein. Il saigne de l'oreille. Et il reprend ses esprits et il se lève et il crie à la foule « Fight, fight, fight ». Et il ressort de ça en fait avec une... Fight contre qui? Non mais de toute façon, les États-Unis c'est simple, ça a commencé par une guerre civile, ça va se terminer par une guerre civile. C'est comme ça que ça se passe. 4 présidents des États-Unis ont été assassinés. Il y a eu 5 ou 6 tentatives d'assassinat contre d'autres présidents. Ne parlons pas des 150 guerres. Alors ça fait rire. Incroyable. Merci, j'aime Palf Out. Pour ton don incroyable. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais c'est un don hors norme. Hein. Un don incroyable. Un don hors norme franchement, de 500 €. C'est le pseudo, donc j'aime Falf. J'aime Falf Out. Eh bien écoutez,
Non, mais 500 euros, mais en tout cas, merci. C'est historique, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Surtout à ce soutien à une presse indépendante. Hein, et ça, c'est très très important parce que c'est de ça dont on a besoin. Je veux dire, si on veut espérer un jour, on disait, donnez-moi, Lénine disait, confiez-moi vos enfants, j'en ferai de parfaits bolcheviks. Nous disons, confiez-nous nos médias, nous vous ferons des parfaits communistes, hein, d'accord? Parce que c'est quoi le résultat finalement? C'est ça, hein, le RN, etc. C'est uniquement du bourrage de crâne pendant des années et des années. Je veux dire, rien d'autre. Les CNewseries, matin, midi et soir. Bien évidemment. Ça nous amène d'ailleurs à cette question de Trump qui du coup fait l'actualité de tous les médias, qui a généré les réactions de toutes les classes politiques du monde, qui condamnent. J'ai vu même Clémentine Autain se prononcer pour condamner la violence qui n'aurait pas. Oui, elle a fait un tweet. Elle a fait un tweet. Sandrine Rousseau, mais elle devient qui se sont fendus de tweets pour condamner la violence qui n'a pas sa place dans la politique. Alors, autant de compassion pour le peuple palestinien. Oui, vraiment. tout à fait. Hein, ça aurait été. Non, juste je veux dire que M. Biden a dit que la violence n'avait pas sa place aux États-Unis. Donc ça fait rire parce que c'est quand même l'État. C'est quand même l'État qui a à son compte des millions et des millions de morts. C'est l'État qui a osé balancer des bombes atomiques sur le Japon alors que le Japon avait déjà capitulé depuis 15 jours. On le dira jamais assez. Quand les bombes ont été balancées, c'est l'État qui a provoqué 150 guerres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 150 guerres. Ils ont rasé des villes entières en Allemagne. Qui ont rasé des villes entières en Allemagne, hein, qui sont nés sur l'esclavage, ce qu'il y a comme violence de plus ignoble, qui sont nés sur. Il a dit que la violence n'avait pas sa place aux États-Unis. Mais oui, elle peut avoir lieu ailleurs. Oui. Mais en plus, même là, tant que tu préserves les États-Unis, tu peux massacrer tout le dans le sud, surtout dans le sud global. Là, tu peux y aller, tu te fais plaisir. Parce que je veux dire, Abu Ghraib. Mais en plus, c'est faux. La Syrie, tu peux y aller. Mais en plus, c'est faux. C'est totalement faux parce que la violence a bien toujours. Et y a-t-il un lieu au monde où la violence soit moins exacerbée qu'aux États-Unis? Évidemment. Mais de tout temps. Et sous toutes ces formes, quand on voit j'allais dire les morts, je veux dire, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, à cause des fameux antidouleurs, tu sais, il y a... Bien sûr, les opiacés. Les opiacés, voilà, je cherchais le mot. Mais rappelons... mais ce pays, c'est une catastrophe. Rappelons comment les Black Panthers ont été exterminés. On l'oublie toujours, ça a été une véritable guerre d'extermination contre les militants des Black Panthers. Hein. Comment je vous donne à voir ce film All Power to the People, hein, qui commence par un défilé de toutes les victimes. C'est en hommage à toutes les victimes des Black Panthers. La liste est extrêmement longue, hein, c'est le générique, hein, extrêmement longue. Donc ça veut dire et Biden, non, il a vraiment pas toute sa tête. Hein. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui disait à juste titre que en fait, pour les gens qui suivent un petit peu l'actualité aux États-Unis, en fait, il se passe pratiquement pas une semaine sans qu'on entende parler d'une fusillade macroscopique, tuerie de masse dans des cinémas, dans des centres commerciaux, dans des écoles. Donc effectivement, même aux États-Unis, quand on dit que la violence n'a pas sa place, c'est quand même pour le moins. Ouais, bien sûr, c'est une blague. Le truc, c'est que bien sûr, elle a sa place. Je laisse Jean-Marc réagir. Quatre brèves remarques. La première sur l'attentat. Le système politique américain nous a habitués à tellement de manipulations de tous ordres que je ne dirais absolument rien sur c'est un fou, c'est un illuminé, c'est la CIA, je ne sais trop. Tout, absolument tout est possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, le spectacle pathétique de Biden contre Trump ou de Trump contre Biden, il y a un côté pathétique, il y a aussi pour nous, militants, quelque chose, je dirais, de profondément encourageant, qui est l'impasse structurelle de l'impérialisme. L'impérialisme ne peut proposer comme candidat, pour le moment, peut-être qu'ils sortiront un jeune type brillant, hein, mais pour le moment, les marionnettes que met en avant l'impérialisme, c'est un impotent et un caractériel. Et j'ai pas dit fou parce que je suis un mec sympa. Mais bon, c'est extrêmement inquiétant d'un certain point de vue, rassurant d'un autre. Troisième remarque, c'est que toutes les forces politiques, au sens tellurique du terme, qui agissent pour la paix, qui se battent contre le génocide, etc., existent aux États-Unis, militent aux États-Unis. Elles n'ont pas encore, pour le moment, trouvé d'expression politique organisée achevée, mais elles existent. Donc là aussi, c'est dans cette direction qu'il faut. Quatrième remarque, et j'en reviens à la France. Sur le fond, quelle différence y a-t-il entre Trump refusant le résultat des élections et envoyant ses nervis à l'assaut du Capitole et Macron refusant les élections et écrivant aux Français? La seule différence,
c'est que Trump avait des nervis, Macron, pour le moment, ne les a pas encore. Mais sur le fond, c'est exactement la même politique de détestation de la démocratie et de penchant par l'autoritarisme. C'est tout. Ce qui est intéressant parce qu'effectivement, Macron se positionne depuis pratiquement son élection en 2017 en opposition à ces incarnations de ce qu'on appelle maintenant les régimes illibéraux, que serait le régime de Trump, d'Orban, etc. Là où effectivement on voit bien comment est-ce qu'ils représentent les deux faces d'une seule et même médaille. Tu veux réagir ? Au passage, par rapport à ce que disait Jean-Marc au début, sur justement qu'on ne pouvait pas vraiment s'arrêter sur une thèse, comme on disait pour l'assassinat de JFK. Et donc, j'en appelle à Mathieu Kassovitz, si tu nous regardes, on attend ton analyse sur Instagram avec impatience. On avait beaucoup aimé sa prophétie sur les élections. on aimera encore plus son analyse de la tentative ratée de l'assassinat de Donald Trump. Et même Saïd Taghmaoui, il paraît, l'attend avec impatience. Que des génies là il y a du lot. Merci voilà. Les amis. Juste un mot. Je te laisse. Ça veut dire quoi tellurique? Les tremblements de terre, c'est des forces souterraines. Souterraines, underground quoi. Alors juste une petite remarque, ce que disait Jean-Marc est tout à fait juste. Comment il faut savoir aussi ce que le syndicalisme a payé aux États-Unis. Hein. On le dit aussi, mais même par rapport aux Blancs, il faut lire le bouquin. Les trade unions. Et voilà, on dit là-bas. il faut lire les syndicats révolutionnaires, pas les syndicats de camionneurs, hein, comme financés par la CIA. Tiens, le mot a été dit. Parce que quelqu'un le faisait. Et la mafia. Alors juste ce que je veux dire, c'est que lisez absolument le bouquin d'Eric Hobsbawm, Histoire populaire des États-Unis. Absolument. Histoire, c'est Eric Hobsbawm. Howard Zinn. Histoire populaire et aussi le bouquin de comment le siècle des extrêmes d'Eric Hobsbawm aussi également. Hein. Deux grands bouquins pour les vacances. Ouais. Comment Histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn, et où il explique bien comment les syndicats révolutionnaires aux États-Unis se faisaient vraiment découper à la mitrailleuse. C'est-à-dire que c'était à la mitrailleuse qu'on leur tirait dessus. Mais c'est à eux qu'on doit le 1er mai. Grèves, hein, c'était quelque chose. Hein. C'est à eux qu'on doit le 1er mai. Qu'on doit le 1er mai, absolument, à Washington. Alors, des travailleurs. Oui, tout à fait. Non, à Chicago, pardon. Chicago, oui. Alors, Haymarket, le massacre du Haymarket. Absolument. Et juste autre chose, je voulais dire aussi juste une pensée pour Ammar Slimani qui a été assassiné. Hein. Oui, il y a eu un rassemblement devant le tribunal de Bobigny. Comment un jeune sans-papier algérien qui a été tué de 7 balles alors qu'il présentait aucun danger par un policier en civil, hein, simplement parce qu'il dormait dans un cabanon qui appartenait à la mère de ce policier. Il l'a abattu de 7 balles alors qu'il présentait aucun danger. Hein. Et il est question aujourd'hui de remettre en liberté ce policier qui était hors fonction, hein, et qui a agi comme ça. Donc c'est absolument ignoble. Ça c'était une chose dont je voulais parler. Comment ? Non, voilà. Et je dis voilà qu'il faut rester vigilant par rapport à cela pour obtenir aussi justice dans ce domaine. Parce que sans entrer dans une concurrence victimaire qui serait de fort mauvaise aloi, il est, j'allais dire, pour moi d'une évidence frappante que depuis plusieurs mois se déchaîne une hostilité, une agressivité qui amène à des actes de violence répétés et qui sont très très peu relayés sur les médias à l'encontre on va dire très simplement, hein, des Noirs, des Arabes, des musulmans. Et ça, il faudra, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il faudra être aussi, il faudra l'être sur la Palestine, il faudra l'être sur ces questions-là intraitables, parce que, comme tu l'as dit, voilà, il y a des morts qui passent pratiquement, inaperçus. Et si on se prétend antiraciste, on doit être présent sur ces situations-là. Quel est le nom du ministre qui a permis aux policiers d'avoir des armes et un véritable permis de tuer ? Bah oui. Bernard Cazeneuve. Hein ? Bah oui, absolument. Bernard Cazeneuve. Un socialiste. Un socialiste. Les socialistes qui sont toujours là lorsqu'il s'agit de faire une saloperie. Excusez-moi l'expression. Et je voudrais juste dire qu'il faut être très vigilant parce que pour les fachos, leur candidat a échoué, donc ils l'ont mal digéré pour l'instant. Et je pense que ces violences racistes ne vont pas cesser de croître. Il y a faut le dire, des fachos s'entraînent actuellement dans des camps d'entraînement dans le sud de la France. C'est pas une plaisanterie. Hein. Ils sont convaincus qu'on va vers une guerre civile. Hein. Je ne dis pas ça pour faire peur ou quoi que ce soit, mais l'heure est vraiment à la mobilisation des forces progressistes, des forces populaires dans ce pays, plus que jamais. Hein. Je pense que malheureusement, les crimes racistes ne vont pas cesser, au contraire, ils vont croître. Merci les amis, c'était un plaisir d'être avec vous.
On a tenu le temps en plus, à peu près. Merci Jean-Marc, merci Youssef, merci Samir. Alors on va faire Nick Labac, bien sûr. Il y a un peu de pub à faire. Première chose, vous savez que tout ce que vous voyez là, les invités qu'on a parmi nous, le matériel qu'on a, ne se finance qu'à la faveur des dons que vous nous faites. Donc merci d'ailleurs à Jem Palf Out tout à l'heure pour le don de 500 €. Un nom à retenir, absolument. Et d'ailleurs, on pourra mettre son nom au tableau d'honneur. On fera une plaque. Le Hall of Fame. Le Hall of Fame. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Je pense que le lien a déjà été amplement relayé par l'équipe technique. N'hésitez pas. Sauf sur Tipeee. C'est le lien Tipeee. Deuxième chose, le magazine, qui est le fruit d'un travail très conséquent de rédaction, mais aussi de mise en forme, d'impression, d'élaboration, et qui est d'expédition. Et d'expédition, bien sûr. Là, sinon... Un concentré d'énergie décoloniale. Voilà. Donc ça, c'est le premier numéro. Il en reste disponible. Beaucoup, dépêchez-vous. Il en reste plus beaucoup des premiers numéros, donc n'hésitez pas à les commander. Donc ça se commande directement sur comment on commande déjà ? Sur le site directement ? Sur QG Décolonial, vous pouvez passer la commande assez facilement. C'est assez intuitif, je crois. Et puis, il y a le deuxième numéro. Dans les différentes manifestations, vous nous dans les différentes manifs, vous allez forcément croiser des camarades qui les brandissent très haut pour les vendre. Et puis, vous avez le deuxième numéro qui est sorti plus récemment. Donc le premier, c'est celui qui dit qui est. Donc le premier numéro traite de la question du genre, et le deuxième de la question du terrorisme. Donc les deux sont en plus ce caractère. Voilà. Alors pas que les couvertures. Même l'intérieur, il est d'une beauté qui est absolument. C'est ça. C'est magnifique. Du mois. C'est magnifique de bout en bout, et pour le coup, c'est magnifique tant sur le fond que sur la forme. Voilà. Donc merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique, dont le professionnalisme ne se démonte pas. On revient dans 5 minutes. Et on revient dans 5 minutes pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo. Ça va le temps ?